Bienvenue dans Tech Pulse. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Très bien. Super. Bah écoute, merci d'avoir accepté l'invite. Avec plaisir. On va rentrer direct dans le sujet. Aujourd'hui, tu es DRH de Doctolib. Ouais. Et tu as eu un parcours assez original, singulier, et notamment une longue période chez Doctolib. Il y a d'autres podcasts sur lesquels justement tu racontes ton parcours, donc on va mettre les liens et j'invite à écouter aussi ton parcours en entier. Mais là, on va se concentrer sur un peu ta période chez Docto et les grandes lignes de la politique RH chez Docto, ta vision du métier. Mais dis-nous déjà, comment est-ce que tu es tombé du coup dans le recrutement? Ouais, j'ai commencé le recrutement dans la boîte que j'avais juste avant, dans laquelle j'étais juste avant Docto. En fait, j'étais country manager pour une boîte qui faisait de la livraison à domicile. C'était le tout début de la livraison à domicile, précurseur de Deliveroo, Uber Eats. Et moi, j'étais le premier employé en France. Et donc, mon premier job, ça a été de recruter une équipe. Et en fait, j'avais jamais fait ça avant. Et en fait, je me suis pris dans le truc. Donc, en fait, j'ai ouvert LinkedIn. Et en fait, je me suis rendu compte de toute l'info qui était disponible. Et en fait, du coup, je me rappelle avoir passé des heures. J'ai passé des heures sur LinkedIn à chercher des profils, à comprendre d'où venaient les gens, etc. Donc, c'est venu un peu comme ça. Et après, quand je suis arrivé chez Doctolib, pareil, mon premier job, ça a été de lancer Docto en Allemagne. Et là, bah, pareil, en fait, quand tu fais ça, t'as beau avoir l'étiquette stratégie, international, machin, mais en fait, le premier truc à faire, c'est du recrutement. Et donc, en fait, pareil, j'ai ouvert LinkedIn et j'ai passé des heures et des heures dessus. Et donc, j'ai appris beaucoup de trucs. Et en fait, même encore aujourd'hui, des réflexes que j'ai ou des gens, j'ai une bonne mémoire. Donc les gens que je connais, ça date aussi de cette époque-là où je passais beaucoup de temps sur LinkedIn. En fait, je suis tombé là-dedans comme ça, en fait. Tu te rappelles les gens que tu as screenés sur LinkedIn comme ça il y a 10 ans, quoi. Ouais. Et des fois, quand je reviens, j'en fais moins maintenant, mais quand je reviens sur LinkedIn recruteur et tout, tu peux voir quand est-ce que tu as vu. Et je retombe sur des gens que j'ai vus il y a 6 ans, 7 ans, et je me dis, ah, ils sont là maintenant, etc. Et j'aime bien ce truc de comprendre ce que les gens font, et essayer de trouver la logique. Après, c'est un peu un truc d'enquête, quoi. J'aime bien ça. Ouais. Et du coup, ton rôle, quand même, à la base, c'était une grosse étiquette business, quoi. Ouais. T'arrives, objectif, ouvrir l'Allemagne, avec une dimension sales très forte. Et ce que tu es en train de dire, du coup, c'est que finalement, tu t'es rendu compte que ton job, c'était surtout recruter, quoi. Ouais, en fait, un peu dans la continuation de mon expérience d'avant, où en fait, j'étais country manager, mais comme il a fallu passer très rapidement de 1 employé à 100, j'ai passé beaucoup de temps sur les sujets people à ce moment-là. Et en fait, pareil chez Docto. Donc j'étais dans les équipes stratégie, j'étais en charge de l'expansion internationale, lancer Docto en Allemagne du coup. Il y avait un peu de travail de, on va dire, desk research, un peu d'analyse, etc. Mais en fait, 80% de mon temps, c'est du travail de terrain. Et dans ce temps-là, il y avait beaucoup de moments où en fait, il fallait que je recrute les gens, il fallait les former, il fallait faire en sorte qu'on bosse bien ensemble, il fallait réfléchir à comment on allait transformer l'entreprise d'une boîte franco-française à une boîte où en fait, tu as des gens qui sont en France, qui doivent bosser aussi pour l'Allemagne. Donc comment tu fais ? Donc, tous ces problématiques-là, en fait, ça a été une grande partie du temps que j'ai passé sur mes 3-4 premières années chez Docto, en fait. Au début, vous aviez monté cette succursale, enfin cette subsidiary, pure sales, du coup, ou t'as commencé à... Enfin, quand t'étais en Allemagne, t'as commencé aussi à recruter autre que des sales ou les premiers mois, c'était que des sales. Les premiers mois, c'était que des sales, donc intéressant parce que le recrutement sales, c'est particulier. En plus, dans un pays qu'on connaît pas, je me rappelle, j'ai fait plein d'erreurs. Typiquement, en fait, en arrivant en Allemagne, en fait, l'Allemagne, c'est un pays qui est assez fédéral, comme on sait, donc c'est beaucoup moins polarisé que la France. Et moi, en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais contacter des gens de partout en Allemagne et je vais leur proposer de nous rejoindre à Berlin, parce que nous, on était basés à Berlin. Pour moi, c'était évident qu'un jeune diplômé allait être motivé pour monter à la capitale et bosser à la capitale, alors qu'en fait, pas du tout. Ah bon? En fait, quand tu habites à Munich ou quand tu habites à Düsseldorf, tu n'as aucune envie de bosser à Berlin. Parce que, en fait, déjà, Berlin, ça n'a pas une très bonne image pour plein de gens qui n'habitent pas à Berlin. Okay. Donc, c'est plein de trucs que j'ai appris. Après, le recrutement sales, c'est assez particulier aussi. Et après, toutes les logiques de formation, d'onboarding des sales, aussi, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais ouais, au final, je pense les 10-15 premiers employés qu'on avait en Allemagne, c'était des sales. Donc, c'était très sales au début. Et après, on a commencé à construire la structure. En fait, pour nous, c'était important de d'abord trouver le product market fit, avant de se lancer dans le fait d'avoir une vraie succursale avec toutes les fonctions, etc. Ce qu'on a aujourd'hui, bien sûr, mais au début, c'était très sales. Exactement, enfin, on pourra en parler après. Je crois que tu as des grosses équipes tech maintenant à Berlin chez Docto. Ok, trop bien. Quand on a un peu discuté, préparé l'épisode, tu m'as dit il y a 3 chapitres de ma carrière chez Docto qui suivent les 3 grands chapitres de Docto. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous en parler? Ouais, c'est assez marrant parce que moi, ça va faire ma 9e année chez Docto, du coup.
Donc c'est une grosse période de temps. C'est la première fois que je passe autant de temps dans une boîte. Et en fait, j'ai pas l'impression de m'ennuyer et j'ai l'impression que la boîte, elle évolue. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, mon job, c'est d'évoluer en même temps que la boîte ou même parfois même un peu plus vite pour anticiper une partie des changements qu'on va devoir amorcer dans l'entreprise. Et donc, ouais, on a eu grosso modo 3 phases chez Docto. Là, on entre dans la 3e phase. Première phase, c'était vraiment montrer qu'on a un product market fit en France et en Allemagne. Donc ça veut dire concrètement montrer qu'on a un produit qui fonctionne bien en France et dans un autre pays. Ouais. On avait choisi l'Allemagne parce que c'est le plus gros marché en Europe. Et dès le début, il y avait une ambition européenne chez Docto et on s'est dit, en fait, il faut qu'assez rapidement, on soit capable de montrer que notre solution fonctionne dans un autre marché. Et d'ailleurs, il faut noter que c'est vraiment un gros enjeu pour toutes les scale françaises. Ouais. Et l'ouverture du 2e pays, c'est l'épreuve de la mort. Quoi. Et c'est très dur, en fait. Franchement, on y a passé beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours beaucoup bossé dans ma carrière, dans des setups assez différents. Avant, j'ai bossé en fusion-acquisition, donc pareil, c'était très, très intense. Mais ce moment-là, chez Docto, de lancement en Allemagne, les 2-3 premières années, je pense que ça a peut-être été les années les plus intenses, les plus dures que j'ai vécues. Pas vraiment par choix, hein, c'est pas subi du tout, mais parce que c'est hyper dur, quoi. Et l'Allemagne, c'est un marché compliqué. Et en fait, le marché allemand n'attend pas les entreprises françaises comme le Messi, quoi. Ouais, clairement. Donc en fait, il faut démontrer. Donc ça a été la première phase, c'est montrer qu'on est capable d'avoir un succès, de le répliquer. Ça nous a pris, on va dire 4 ans. Et ensuite, on a une 2e phase où là, en fait, on a montré qu'on était capable d'avoir une forme de succès en Allemagne et en France aussi, bien sûr. Donc là, à ce moment-là, on a levé des fonds et on a été capable de les déployer rapidement pour grandir très vite. Donc là, ça a été une 2e période de 2019 à 2023 où, en fait, sur 4-5 ans, on a tout multiplié en interne par 4 ou 5. Donc la taille de la boîte, le nombre de professionnels de santé avec qui on travaille, le nombre de patients qui utilisent nos solutions, tout à fait x 4-5. Et là, ça a été aussi très intense, hyper intéressant. Il y a plein de trucs qu'on a bien fait, il y a des trucs qu'on a moins bien fait, ce qui est assez normal dans cette période-là, je pense. Et là, on entre dans une 3e phase, qui est toujours une phase de croissance. On a eu la chance de toujours être en croissance chez Docto, mais là, on va grandir différemment. On va se reposer encore plus sur l'innovation, sur la technologie. Donc ça va être intéressant parce qu'on va travailler différemment, on va recruter des profils différents. Et donc il y a plein de trucs nouveaux qu'on va devoir être capable de mettre en place et oublier aussi certains trucs qui ont fait notre succès dans le chapitre d'avant, mais qu'il faut qu'on arrive à mettre de côté pour laisser la place à de nouveaux trucs. Ça qui est intéressant et aussi un peu pas évident pour les équipes et pour tout le monde, quoi. C'est hyper intéressant, du coup. Il y a eu 3 phases, ce que tu me dis. La première, product market fit multi-pays. Ensuite, hyper croissance, arriver à la gérer et pas exploser en vol. Et la 3e, du coup, devenir une grosse machine à innovation et continuer de grandir, peut-être aussi en ouvrant des nouveaux marchés, produits, etc. Peut-être focus sur... on a compris un petit peu le côté business, la première phase et comment tu as réussi avec l'équipe Doctolib à ouvrir l'Allemagne et à installer une équipe. Ensuite, hyper croissance. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le moment où tu bascules justement de business manager ou country manager à DRH, c'est à ce moment-là ? C'est à ce moment-là en fait qu'on le fait, c'est-à-dire que c'est un moment où on anticipe qu'on va rentrer dans... Moi, j'ai pris ce job-là en 2018. C'est un moment où on anticipe qu'on va basculer vers ce moment-là d'hypercroissance. Rétrospectivement, c'est toujours plus facile d'analyser les différentes étapes. Quand tu le vis, forcément, tu es un peu moins conscient du truc, surtout au début. Mais c'est à ce moment-là qu'on opère un peu cette bascule où on se dit, OK, là, on va grandir très vite. Il faut qu'on arrive à aller très vite et toujours dans la bonne direction en restant fidèle au type de boîte qu'on veut construire, au type de gens qu'on veut recruter, au type à la culture qu'on veut avoir chez nous. Et donc, je pense que notre CEO, Stanislas, il a cette intuition à ce moment-là. Et donc, il se dit, il faut qu'on se renforce sur les sujets people. On cherchait un DRH à ce moment-là, à l'extérieur, du coup. On ne trouvait pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il me fait la proposition de prendre ce job. Donc, moi, je n'avais pas anticipé qu'il allait me proposer ça, pour le coup, parce que c'était pas du tout dans mon parcours de carrière, quoi. Mais il me propose ce job, que j'accepte, du coup. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je fais la bascule pour prendre ces responsabilités-là et enclencher du coup ce passage à l'hypercroissance, avec tout ce que ça veut dire de recruter beaucoup de gens, mettre en place un certain nombre de process pour qu'on arrive à former les gens rapidement, à faire grandir les gens, à travailler différemment. Et donc c'est tout ce moment-là qu'on vit 2018, 2019, 2020. Après il y a eu Covid, donc ça a été très riche aussi, assez dense comme période.
Donc Stanislas, le cofondateur et CEO, à ce moment-là, il vient de te voir. Et toi, à ce moment-là, dans ta tête, c'est quoi la carrière que tu imagines là, avant de tourner des RH sur une opportunité? Tu te projetais partir sur quelque chose comme ça, ou ça a été une espèce de quand même un court-circuit dans ton... En fait, je me suis jamais dit que je me suis jamais tracé un parcours avec des jobs. Je me suis jamais dit je vais faire ça, puis ça, puis ça pour devenir ça. Je me suis toujours dit il faut que tu sois dans des boîtes et dans des jobs où tu peux apprendre plein de trucs et où tu peux avoir beaucoup d'impact dans ce que tu fais, faire bouger les choses, essayer des trucs, te tromper, avancer, etc. Et donc j'ai toujours essayé de maximiser ça. Et donc mes choix, je les ai fait comme ça. Et donc au moment où il me fait cette proposition-là, même si je m'y attends pas, il y a une forme de logique. Parce que déjà, moi, je me suis rendu compte que ces sujets-là, ces sujets d'organisation, people et tout, c'est des sujets qui sont clés chez Docto, où on peut faire plein de choses. C'est une boîte qui est assez incarnée, Docto, avec une culture forte. Donc c'était pertinent pour moi de travailler sur ces sujets-là. Et donc ça se fait comme ça. Donc c'était pas dans un parcours... Je me suis jamais dit, si je fais ce job-là, qu'est-ce que je ferai après? Où est-ce que ça va m'emmener, etc. Même aujourd'hui, je me le dis pas. Tant que je m'amuse et que... je peux avoir de l'impact dans la boîte, je trouve que le deal est bien. Carrément, ouais. Progression. Et je pense en plus à cet âge-là, je sais pas quel âge t'avais, mais t'étais quand même en début de carrière, t'avais déjà pas mal grandi, des opportunités de fou. Donc vraiment, c'est un bon signal, effectivement, quand tu réfléchis. Pas forcément toujours réfléchir et se dire si j'ai pas de plan de carrière ça va pas marcher, plutôt se dire ok, qu'est-ce qui m'apporte max de valeur là maintenant, est-ce que je suis dans cette zone là, et généralement en plus les opportunités arrivent quand tu parles avec des personnes qui ont atteint des positions de responsabilité intéressantes. Souvent ça s'est passé comme ça en réalité, on est venu les chercher et finalement ils n'ont pas eu besoin de créer finalement leurs opportunités. Ok, trop bien. Du coup tu passes des RH à ce moment là, tu reviens à Paris ou tu restes à ce moment là en fait j'ai toujours été basé à Paris, mais sur la période où je m'occupais du lancement de l'Allemagne, je faisais beaucoup d'allers-retours. Donc en fait, toutes les semaines, je passais 3 jours en Allemagne. Okay. Donc EasyJet, mardi matin, Orly à 6h du mat. Hop, je rentrais le jeudi soir. Et je faisais ça toutes les semaines. Donc c'est ça qui rendait le truc intense aussi, parce que tu fais beaucoup de voyages et ça fatigue aussi. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Et en fait, on faisait... 2-3 ans, t'es rincé dans un rythme comme ça. Ouais. Après, encore une fois, c'était un engagement fort. Stanislas, notre CEO, faisait quasiment pareil. Il passait autant de temps que moi en Allemagne aussi, à ce moment-là. Et d'autres gens, on n'était pas seuls, bien sûr. Donc c'était engagement maximum. Après, à l'époque, j'avais pas d'enfants et tout, donc c'était plus facile. Ouais. J'avais moins de contraintes pour faire ça. C'était le bon moment. Mais donc là, du coup, en changeant de rôle, je change aussi mon organisation, comment je passe mon temps. Après, j'ai quand même passé beaucoup de temps en Allemagne. Après, on a lancé l'Italie. J'y suis allé aussi pas mal. Donc, j'ai continué à voyager. Okay. C'est un des trucs que j'aime bien dans mon job, c'est que tu le fais encore mieux quand tu es à proximité et que il y a pas mal de signaux faibles que tu dois être capable de voir ou de ressentir. Donc, ça fait partie aussi du job d'être au contact des équipes. Donc, je voyage encore beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant quand même. Ouais, j'imagine, puis post-Covid, après tout s'est mis en place avec la visio, tout ça, on arrive mieux à collaborer. On pourra peut-être en parler à un moment. Mais, donc ça y est, tu deviens DRH de Doctolib. Et du coup, j'imagine que tu as mis en place un peu les grands piliers avec ton équipe de la stratégie RH de Doctolib. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que vous êtes pas loin de 3000, c'est ça? En tout, on est bientôt 3000, Bientôt 3000. Ok. Donc, entre le moment où tu prends la position et aujourd'hui, c'est devenu un énorme paquebot. Est-ce que vraiment en bullet points, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu les grands piliers importants pour toi, a posteriori, tu vois qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là, au tout début de ton rôle de RH, qui ont été, tu vois, qui ont un impact long terme? Ouais, bien sûr. Effectivement, moi, quand j'ai rejoint Docto, on était 150. Quand j'ai pris ce job, on était 500. Et aujourd'hui, on est 3000. Donc, clairement, on est passé par plein de phases dans tout ce laps de temps. Et en fait, je pense que ce qu'on a essayé de faire rapidement, c'est qu'on a essayé de se concentrer. En fait, on n'a pas tout fait parfaitement. Moi, quand j'ai pris le job, il y a plein de trucs qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas fait, sur lesquels on n'a pas travaillé. On a mis du temps à se saisir de certains sujets. Par contre, on a essayé d'être extrêmement intentionnel sur d'autres. Et je pense que c'est ce qu'on a plutôt bien fait. C'est quand moi je prends le job, donc on est à peu près 400-500, on a des trucs assez rudimentaires en termes de politique RH. Par contre, on a quelques totems qui sont déjà là. Je pense un des totems qui était le plus important, c'était ce que nous on avait mis en place, qui était la Doctolib Academy, la Docto Academy. Ça, la Docto Academy, pour le coup, ça existe depuis hyper longtemps. Ouais, c'est l'onboarding, pardon. Ouais. C'est la semaine d'onboarding. Ah ouais, c'est une semaine. C'est un truc qui est beaucoup plus fréquent maintenant dans les boîtes, mais qui existait
Docto, ça a été créé en 2013. Je pense que la Docto Academy, elle a été lancée en 2014, je pense, donc il y a assez longtemps. Et en fait, après, on l'a fait évoluer, etc. Mais très tôt, il y a eu cette intention de dire, en fait, quand on rejoint Docto, c'est hyper important que les gens comprennent dans quelle boîte ils mettent les pieds, parce que c'est une boîte qui est très incarnée, avec des valeurs qui sont fortes, etc. Et donc, ce pilier-là, on l'a mis en place très tôt. Et quand je suis arrivé, on l'a amélioré parce que, en fait, on savait qu'on allait recruter beaucoup de gens. En fait, à ce moment-là, quand j'arrive sur ce job-là, on met les trucs en place pour commencer à accueillir une centaine de personnes par mois. En fait, c'est beaucoup. Ouais. Quand on est une boîte où tu as 700, 800 personnes, quand tu commences à recruter 100, 120 personnes tous les mois, c'est énorme. Complètement. Et donc, en fait, la qualité et l'intention que tu mets dans leur accueil, c'est important. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Pour renforcer, pour le rendre très... très tôt, on s'est dit, OK, comment on peut leur donner un shot de culture Docto très tôt? Donc, par exemple, on s'est dit, il faut absolument que pendant cette Doctolib Academy, tous les gens qui nous rejoignent, qu'est-ce que soit leur job, ils puissent être en contact avec un professionnel de santé. Okay. Donc, ça veut dire que, et aujourd'hui encore, quand les gens nous rejoignent, dans le programme de la Doctolib Academy, ils rencontrent un professionnel de santé. En France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, ils passent plusieurs heures avec un professionnel de santé pour comprendre c'est quoi d'être un médecin, c'est quoi les études, pourquoi on devient médecin, c'est quoi les irritants dans le quotidien d'un médecin. C'est une immersion totale en fait. Okay. À l'époque, on a voulu pousser le truc hyper loin, on voulait que tous les gens passent plusieurs jours dans un cabinet de médecin. Waouh, ah ouais. C'est hyper dur à faire en fait. Parce que quand tu as 100 personnes par mois, c'est ultra dur à faire. J'imagine. On l'a fait, mais c'est très compliqué. Là, on a fait un truc un peu hybride. Mais voilà, donc ça, c'est un premier totem sur lequel on a beaucoup investi. Deuxième, ça a été le recrutement, la stratégie de recrutement, la mécanique de recrutement. Et là, avec les équipes, on a beaucoup travaillé. On s'est beaucoup inspiré de la démarche sales and marketing appliquée au recrutement. Donc en fait, on s'est dit, le recrutement, au final, c'est du sales et marketing. Et donc du coup, ça veut dire que tu as des targets, nous on appelle ça des clusters, mais tu as des cibles, et après tu as des canaux d'acquisition. Donc tu as l'inbound, l'outbound et le referral. Et après, du coup, ça te fait un truc à double entrée, quoi. Ouais. Et tu te dis, OK, pour recruter des sales, ça va être quoi le canal prioritaire? Et du coup, c'est quoi la stratégie? Pour recruter des techs, ça va être quoi le canal prioritaire? Et du coup, tu as ta stratégie. Et donc ça, il y a 6 ans, c'est fort. On a mis en place ce truc et on a spécialisé les équipes et on a spécialisé du coup le talent marketing pour répondre à ça. Et ça, on a beaucoup investi pour faire ça. Et je pense que ça nous a permis, pendant longtemps, d'être une des équipes de recrutement les plus intenses sur le marché parisien. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ça, on avait beaucoup investi dessus. Ça vous a donné une supériorité, j'en doute pas. Parce que quand je regarde avec un peu d'expérience et d'échanges avec beaucoup de startups, le niveau de maturité, on arrive doucement à cette vision-là du marketing. Et moi, ce que j'anticipe un petit peu, et on est en train d'essayer de produire ça chez TPC, tu vois, mais c'est de donner cette vision-là aussi aux candidats. Comment est-ce que tu as ta vision de ta recherche d'emploi comme un canal avec des canaux d'acquisition, des touchpoints? Ton profil LinkedIn, c'est une landing page sur laquelle tu dois créer du trafic, etc. Et je pense qu'on va arriver aussi de l'autre côté à cette vision-là. Mais bref, super intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, tu n'as pas cherché à avoir une politique RH holistique, d'être 10 sur 10 partout. Tu as choisi 2 ou peut-être plus de totems, mais on a eu 2 exemples de trucs hyper importants. Et je retiens effectivement, notamment, tu vois, l'onboarding. C'est vrai que quand tu passes en phase de scale, si tu augmentes ton onboarding, la qualité de ton onboarding de 20% sur 100 personnes par mois, l'impact court terme est énorme et long terme est immense sur la rétention, la qualité des personnes et du travail qu'elles vont pouvoir produire au service de la culture et du projet. Donc, ça, pour le coup, on n'a jamais fini de le dire assez, l'onboarding, parce que je pense que c'est hyper important. Boulot. C'est très important d'être encore une fois très intentionnel. Ça veut dire d'y mettre beaucoup d'intensité, d'essayer d'avoir une direction. On l'a fait pour le recrutement, pour l'onboarding. On l'a fait pour la formation aussi beaucoup. Ça, c'est un totem sur lequel on a investi très tôt, sur la formation. Pareil, en anticipation du fait qu'on allait grandir très vite. Nous, on travaille dans la santé en plus, qui est un sujet d'expertise, où il faut que les gens ils connaissent. Moi, je fais souvent des vies ma vie. Je vais sur le terrain avec soit des gens de nos équipes commerciales, ou alors des gens du service client. Et en fait, c'est hyper dur ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à Nantes, on a un bureau de service client, et donc il y a des gens dont le métier, c'est de prendre les appels des professionnels de santé quand ils ont un problème, tout simplement. Et donc j'étais avec une fille dont c'était le job, et on commence tôt, parce que les praticiens, ils commencent aussitôt.
8h15, 8h30, premier appel, il y a un praticien qui l'appelle, médecin généraliste, il dit voilà, ma salle d'attente elle est pleine, j'ai une patiente devant moi, là le logiciel il bug, qu'est-ce qu'on fait quoi? En fait, c'était un problème hyper compliqué de facturation. Le patient, elle arrivait à la fin de ses droits. C'est un truc hyper compliqué. Au final, c'était même pas notre logiciel qui buguait. C'était une question de renouvellement des droits, etc. Mais la personne des services clients avec qui j'étais, elle connaît ce truc-là. Elle connaît la CMU, le truc. Donc, il faut faire ça. Et en fait, tu te dis, waouh, c'est chaud. Parce qu'en fait, c'est une fille qui avait 28 ans. Elle a un médecin généraliste en face, avec un niveau de pression assez élevé. Il faut pas soigner les gens, il faut que ça marche. Ouais, donc il faut avoir l'empathie pour calmer le professionnel de santé, connaître le logiciel, connaître aussi les règles du système de soins français. Et ça, il faut le faire à 28 ans. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de former les gens pour qu'ils aient ce niveau-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut investir sur ça, sur aussi le management. On a plus de 500, 600 managers chez Docto. Plus de la moitié, c'est des primo-managers. Ouais, donc, il faut leur donner les bases et tout. Donc, ouais, on a passé beaucoup de temps sur ces sujets-là. Trop bien. C'est vrai que ouais, je ressens aussi cette vision où tu parles à la fois d'avoir de l'expertise et de l'engagement. Ouais. C'est pour ça que tu t'appuies beaucoup sur la culture. Ouais. Comprendre l'impact et l'importance de ton rôle et pas juste te dire je fais un 9h, 17h ou quelque chose comme ça et puis après ciao. Faut vraiment avoir un engagement très fort pour la mission. J'imagine que vous le mesurez. On va parler un petit peu de recrutement après, mais j'aimerais bien du coup passer de l'autre côté. Du coup, là, on parlait, vous étiez 500, vous avez bâti les totems, passé l'hypercroissance, maintenant vous êtes 3000. Juste comme ça, d'instinct, comment tu pilotes un paquebot de 3000 perses bientôt? Un des trucs qu'on essaie de faire, c'est que ça soit le moins possible un gros paquebot, même si par définition, avec la taille, tu as une forme d'inertie, tu as des contraintes et tout, ce qui est normal. Ouais. En fait, on essaye de... Tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a eu plein de débats sur un truc qui est venu des États-Unis, qui s'appelait le Founder Mode. Donc c'était tout un truc, les Américains ils aiment bien faire ça, ils prennent des concepts et quand ils ont besoin de raconter une histoire, ils le font très bien. Il y avait ce truc de Founder Mode qui était pour simplifier, mais le fait que post-Covid, maintenant c'est plus dur pour les startups ces temps-ci parce que c'est plus compliqué de lever des fonds, donc il faut faire des choix difficiles, il faut avoir une approche peut-être un peu plus radicale de certaines décisions. Il y a des boîtes qui ont dû faire des pivots, des trucs comme ça. Airbnb l'a pas mal documenté, à un moment donné, ils ont dû arrêter la boîte à cause de Covid et ils ont dû rebondir et ils ont très très bien rebondi. Les résultats d'Airbnb sont exceptionnels post-Covid et leur CEO a beaucoup parlé de ce moment-là qui a été difficile pour la boîte et comment lui, du coup, il a dû être beaucoup plus hands-on finalement dans la boîte, dans le quotidien. Dans une boîte qui était devenue grosse. Airbnb, je prends l'exemple d'Airbnb, mais parce que c'est documenté et tout, mais c'est juste aussi pour aider les gens à comprendre. C'est comparable, enfin, je crois qu'ils sont 6 ou 7 000. Ouais, c'est ça. Et ils s'étaient un peu dispersés à ce moment-là. Ils faisaient beaucoup de trucs à Airbnb, ils avaient un média, ils voulaient faire plein de trucs. Je crois qu'à un moment donné, ils voulaient construire des maisons même. Enfin bref, ils étaient allés loin. Et en fait, il a dit, OK, il faut qu'on se ressente, il faut qu'on arrête plein de trucs. Il est devenu Chief Product Officer à ce moment-là. Et il l'est toujours. Bref. Et donc, ils ont fait de ce truc-là une sorte de récit qui était, c'est le moment du founder mode. Il faut que les CEO soient beaucoup plus hands-on, etc. Bon, à l'américaine, ça a été, je pense, un peu surinterprété, etc. Bon. Ah, clairement. Et donc, tellement mal compris par beaucoup de mal compris parce France. que c'est un contexte différent, les États-Unis. Et bref, je pense pas qu'il faille s'appliquer ça exactement, mais par contre, il y a des trucs intéressants. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, pour revenir à ta question, quand tu as 3000 personnes, comment tu fais pour garder un mindset d'entrepreneur, un founder mindset? Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de faire en sorte que les gens, même si on est 3000, ils aient une intention, une intensité la plus élevée possible. Donc, on a gardé ces totems de notre culture qui sont forts. Et au final, on se dit, pour faire ça, il faut rapprocher les gens du produit et de l'utilisateur. Au final, à la fin, c'est ça. C'est comment on fait pour que les gens soient le moins possible éloignés de ça. Quand des fois on voit ce qui se passe dans les très grosses boîtes aux US, ça donne l'impression que les employés, ils se sont un peu éloignés du purpose, de ce que fait la boîte. Et du coup, tu as une sorte de décollement entre les employés et la boîte. Totalement. Du coup, il y a des trucs bizarres, quoi. Nous, on essaie de faire en sorte que on rapproche le plus possible nos employés de ce qu'on fait vraiment, donc les utilisateurs, les patients, les professionnels de santé, notre produit,
Donc concrètement, notre produit c'est quoi, nos utilisateurs c'est qui. On le fait beaucoup au moment où les gens arrivent et on le fait beaucoup aussi, je vais donner un exemple, on le fait aussi beaucoup pour tous les gens qui sont là. Là, on a notre programme phare cette année qui est renforcer la proximité de nos employés avec nos utilisateurs et notre produit. Et donc concrètement, ça donne quoi? On veut que 100% des gens de la boîte, ils passent par soit du vie ma vie avec les équipes terrain, soit appeler des professionnels de santé pour soit faire un call de product discovery. Donc moi, je suis un Doctolib, j'appelle un professionnel de santé avec un questionnaire et tout, et je lui dis, OK, comment vous utilisez notre produit? Cette brique, est-ce que ça fonctionne bien? Qu'est-ce que vous améliorez, etc. On fait aussi des calls de... Voilà, les product managers sont en train d'applaudir. Exactement. Qui se regardent, sont en train d'applaudir. On veut que 100%... minutes, proximité avec l'utilisateur, avec le produit, avec en fait, on veut que 100% de notre Doctolib, il soit un peu product manager dans cet aspect-là, du discovery. Donc, il y a aussi des calls de... on fait des calls de détracteurs. Donc on fait du NPS. Ouais, trop bien. Alors on fait pas appeler les gars qui mettent du 1 sur 10. Parce que là c'est dur. Sinon tu te fais juste insulter voilà, par une demi-heure. C'est dur. C'est dur. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais du 5 sur 10, du 6 sur 10. Tu vois, des gens qui sont contents, mais il y a un truc qui va pas. Et ça, on demande à nos employés de faire ça. Donc moi je l'ai fait. Et donc voilà. Et donc on veut que 100% des Doctolib passent par ça. Et après, donc c'est comme une sorte de pyramide. Tu fais les premières étapes. Donc d'abord tu dois te former au produit, puis après tu dois faire un vie ma vie, après tu fais un call de discovery, après tu vas faire un call de détracteur, après tu vas carrément être... nous on a un truc où il y a des gens qui peuvent se former pour devenir onboarder. Donc en gros, quand un prat il décide de signer pour utiliser les fonctionnalités, enfin Doctolib, il faut l'onboarder. N'importe qui dans l'entreprise, sur n'importe quel rôle quasiment, peut être onboarder. Ouais, tu peux être dans l'équipe réserve, c'est comme un réserviste. Ok, génial. Donc moi, j'ai des gens dans mes équipes qui ont été formés pour devenir onboarder et à tout moment, ils peuvent... appeler Call of Duty, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, et donc c'est un peu ça. Et donc ça, c'est un peu notre programme phare cette année. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire que les gens, ils se perdent pas dans... tu vois, dans tous les process, dans toute la complexité que tu as quand tu es une boîte de 3000. Ouais, carrément. Donc ça, c'est un truc qu'on essaye, encore une fois, on veut que ça devienne un totem, on veut être ultra intentionnel parce que du coup, quand tu es concentré là-dessus, ça évite de se déconcentrer. Ça évite d'être trop focus. Un des trucs qu'on a moins bien fait à un moment, quand on a grossi trop vite, c'est qu'on était un peu trop concentré sur nous-mêmes. Tu vois, chaque équipe avait son jeu de KPI et tout, très bien, mais les North Star et tout, on les perdait un peu de vue. Mini aparté justement, est-ce que vous avez une stratégie pour killer un peu les process ou éviter justement la surprocessisation de la boîte? On essaye, mais c'est dur. Un des trucs qu'on fait, c'est qu'on a mis les OKR, donc cette méthode d'objectifs et des résultats clés pour toute la boîte, donc avec un truc un peu pyramidal ou pour ceux qui connaissent pas trop cette méthode, pour faire simple, c'est juste il y a 4-5 grands objectifs de la boîte qui sont une sorte de un impact qu'on veut créer, une sorte d'avant-après quoi. Et après tu as des façons de mesurer ça. Pour chaque objectif, tu as quelques KPI les plus importants. Puis après tu as des sous-KPI et puis etc. Et le but c'est que chaque équipe puisse se raccrocher à ça, pour que tout le monde regarde dans la même direction au final, pour simplifier le truc. Et c'est un truc qu'on a emprunté pas mal à une logique tech and product. Ouais, nous, notre CEO, il est aussi Chief Product Officer depuis 1 an, 18 mois. Donc ça aide aussi, c'est assez intéressant comme truc, on pourra en parler après. Ah oui, il a activé le founder mode aussi. Exactement, et c'est mis tac. C'est un gros mouvement ces 24 derniers mois, effectivement, de reprise en main du produit par les founders. Qui apporte beaucoup de valeur et qui emporte la boîte aussi dans ce truc-là. Ouais. Et qui nous permet encore une fois de faire en sorte que les gens se concentrent sur l'important pour éviter la surprocessisation. Et après, c'est un truc, il faut se battre contre ça tout le temps. En fait, quand tu as 3000 personnes, tu as un truc où tu vois, y a un truc en physique qui s'appelle l'entropie, qui veut qu'au bout d'un moment, il y a du chaos qui se crée forcément. Et donc, le but, et un des trucs que j'essaie de faire avec mes équipes, c'est de fighter ça le plus possible, sachant que c'est pas un combat perdu, mais il y aura forcément mécaniquement... en fait. voilà, c'est jamais gagné. C'est infini. Exactement.
Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a eu de la casse du coup? On a notamment parlé, dans les politiques RH, il y a toujours de la casse. Ouais. Ce serait mentir de dire qu'il existe des boîtes où tout se passe toujours Ouais. très bien. Et il y a un grand sujet qui a touché toutes les boîtes, tous les employés post-Covid, c'est justement le télétravail. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous l'avez géré? Est-ce que tu as le sentiment que vous avez globalement pris les bonnes directions? Est-ce qu'il y a eu des erreurs en route? Assez curieux de savoir comment la plus grande start-up de France a géré ce sujet qui a foutu des boyaux en travers à toute la tech et toutes les entreprises françaises. En fait, je pense qu'on l'a d'abord bien géré, puis mal géré, et là, on le gère mieux. Historiquement, Docto, c'était une boîte qui était... En fait, c'est assez marrant parce que très tôt, on a eu ce truc de dire, nous, on est une équipe, et donc il faut une proximité. Il faut une proximité parce que ce qu'on fait, c'est dur. Et donc, on avait ce truc dans nos racines qui était, on est une équipe de sport, il faut qu'on soit en proximité. Les managers, c'est des coachs, on est sur le terrain. Ça faisait partie vraiment de l'ADN, et ça fait toujours partie de l'ADN de Docto. Et en même temps, très rapidement, comme on doit être en proximité avec nos utilisateurs, on avait des gens un peu partout en France. Très tôt, je pense, quand on était 30, 40, on commençait à avoir des gens qui étaient basés à Lille, dans les grandes villes, quoi. Et donc, je me rappelle, à l'époque, notre CEO me racontait qu'en fait, lui, pendant pas mal de temps, il faisait un jour par semaine dans une ville. Il commençait la semaine le lundi à Paris, après il allait à Lille, après il allait à Nantes, après il allait à Bordeaux, Marseille, hop. Il enchaînait comme ça pour voir les équipes, quoi, pour être en proximité. Donc en fait, on avait ce truc de proximité, même si on était finalement à distance, quoi. Et ce problème se posait pas trop. On était, voilà. Et après, au bureau, c'était que de télétravail exceptionnel. Genre, ok, pour mettre ta Freebox, tu dois être chez toi, donc tu restes chez toi cette journée exceptionnellement. Et ça a été le cas comme ça pendant très longtemps. Et après, 2020, Covid. Donc là, tout le monde à la maison. On a très bien bossé à ce moment-là. Et on n'a pas eu d'inquiétude à ce moment-là, alors qu'on recrutait beaucoup à ce moment-là, on recrutait déjà beaucoup. On recrutait plus d'une centaine de personnes par mois. Donc Covid, tout le monde à la maison, tous les process de recrutement en remote, onboarding, remote, etc. Il faut préciser aussi que vous avez été sollicité. Ouais. Enfin, Doctolib, ça a été la boîte qui a aidé. On a énormément bossé parce que, en gros, il a fallu qu'on travaille avec l'État, les collectivités locales, les professionnels de santé, pour aider à la vaccination. Et même avant ça, la téléconsultation. En fait, il y a un moment où les gens ne pouvaient pas se déplacer, et donc les gens ne pouvaient pas se soigner. Et en fait, comme c'était inédit, on empêchait les gens de sortir, même pour aller chez les médecins, ce qui était fou. Donc, téléconsultation, on a scalé la téléconsultation à des milliers de professionnels de santé, des dizaines de milliers de professionnels de santé. On a multiplié par centaines le flux de téléconsultation par jour en France. On a été le plus gros service de téléconsultation des serveurs, du monde. En fait, il n'y a eu aucun pays dans le monde où il y a eu plus de téléconsultation que la France à un moment, parce qu'on a scalé ce truc. Donc, énormément de travail. Dans une situation où crise sanitaire qui tue le business à peu près de toute la France, sauf quelques business rares comme vous, où ça fait x10, x100. Et en même temps, vous devez décider un peu comment continuer à opérer dans un mode où de toute façon, il est hors de question que tout le monde aille au bureau. Enfin, j'imagine que vous avez fait quand même des autorisations, etc. Ouais, pour certains cas extrêmes. Sachant qu'en plus, tout ça, en fait, on l'a fait, la téléconsultation, on l'a mise en place gratuitement pour les professionnels de santé. Et tout ce qu'on a fait sur la vaccination, pareil, on faisait prix coûtant, limite. Et tous les développements produits qu'on a dû faire pour ça, les listes d'attente, en fait, on a fait ça, on n'a pas fait payer ça. Donc c'était un surinvestissement des équipes qui bossaient jour et nuit, le week-end, sans qu'on ait un upside financier énorme, voire pas d'upside financier, dans un contexte où il fallait qu'on bosse fully remote. Donc là, branle-bas de combat, c'est exceptionnel comme période. Ensuite, on sort de ça, et on se dit, bon, on n'avait pas de doute que le remote, que nos équipes étaient suffisamment engagées pour bosser. Ça n'a jamais été ça la question. Ça n'a jamais été, est-ce que les gens vont bosser? On savait. Mais on s'est dit, ok, bon, ça a marché, les gens ils reviennent de ce truc, ils disent, bon, le monde a changé, maintenant le remote, etc. Et nous, on était un peu embêtés, parce qu'en fait, on s'est dit, ouais, c'est vrai, le monde est en train de changer, il y a plein de boîtes qui font ça, nous, il faut qu'on continue à recruter. Le marché français, c'était un peu la guerre, notamment à Paris, pour recruter des techs et tout. On s'est dit, on veut pas passer à côté du truc. Donc on se dit, bon, ok, on teste remote, sous certaines conditions, mais on ouvre quand même pas mal le truc. On fait des trucs remote, hybride. Donc on fait à ce moment-là, on fait...
Vous étiez en mode itératif ou en gros, tu Ouais. testais une offre. Enfin, vous avez testé limites de l'A/B testing d'offres. En fait, on s'est dit, ok, ou... on a testé, mais en fait, je pense qu'on n'a pas été suffisamment. Enfin, on avait dit d'ailleurs que c'était un test, mais on n'a pas suffisamment été clair avec les équipes sur le fait qu'on allait tester un truc. Et donc, on a testé, on s'est dit, ok, on va mettre ça en place. Donc, remote pour certaines fonctions, hybride, tu viens 2 jours par semaine au bureau, et c'est parti. Test égal, du coup, pour les employés, ils auraient dû comprendre. C'est pas donné forever. Ouais, bien sûr. Après, on n'est pas clair. Les gens, ouais. aussi, les gens, ils voient que ça marche. En fait, ce qui est difficile dans ce sujet-là, c'est qu'à l'échelle individuelle, ça marche. Ouais. À l'échelle individuelle, ça marche, et dans certaines boîtes, ça marche. Sauf que nous, en fait, on fait ça, et on se rend compte que oui, les gens bossent, on n'a jamais eu ce doute-là, pour le coup. On a responsabilisé les gens à des niveaux qui étaient peu vus dans l'écosystème français. Donc, ce n'était pas une question de micromanagement. C'est plus que on s'est dit, est-ce que, fondamentalement, c'est la boîte qu'on veut être et la culture qu'on veut être? Est-ce qu'on va s'amuser dans une boîte où les gens, ils sont un peu partout et où il y a une bonne partie des interactions qui se fait en visio ou par écrit, etc. Est-ce que ça fonctionne avec ce qu'on veut faire? En fait, et au début, on s'est dit, bon, ok, on va essayer de montrer par A plus B, genre scientifiquement, rationnellement, que c'est mieux que les gens soient plus au bureau que pas au bureau. Et en fait, en essayant de faire ça, le truc, on s'est retrouvé avec un truc où en fait, il n'y avait pas de recul. On ne pouvait pas montrer par A plus B que c'était mieux. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire. Il y avait des études qui disaient il y avait des exemples, en fait. il y avait des boîtes, il y a des boîtes incroyables qui sont en full remote, il y a des boîtes incroyables qui sont full physique, enfin, il y a des boîtes qui sont, je sais pas, tu vas chez Chanel, les mecs qui sont dans les ateliers, bah, ils sont en physique, quoi. Et c'est incroyable. Et à l'inverse, il y a des boîtes qui sont full remote et c'est incroyable aussi. Donc, et en fait, on s'est dit, finalement, c'est pas une question d'essayer de montrer par A plus B, c'est une question d'expliquer quelle est notre conviction et ce à quoi on croit en tant que boîte, et dire que nous, on est fondamentalement convaincus que c'est mieux pour nous si les gens sont plus au bureau que moins. Ouais. Et donc, du coup, on a dit aux gens, bah, en fait, on va changer. Et en fait, on va maintenant, la politique, c'est on veut que vous soyez plus souvent au bureau que pas. Et donc, concrètement, sur une semaine, ça veut dire, bah, la plupart des semaines, vous êtes plus au bureau que pas. La plupart des semaines, vous êtes là 3 ou 4 fois. Après, il peut y avoir une semaine où vous êtes là que 2 fois parce qu'il y a un truc. Mais sur une semaine ou un mois ou un trimestre, vous serez plus souvent au bureau. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a expliqué. Je pense que ça a été compris par une grande partie des gens. Au moment où on a switché d'un argumentaire de essayer de prouver aux gens que rationnellement on avait raison et passer sur un truc de en fait, c'est notre conviction. Déjà, ça a déplacé un peu le débat, c'était une discussion différente. Et après, ça a mieux fonctionné. Aujourd'hui, on a un truc qui fonctionne plutôt bien. Et on a des taux de fréquentation qui sont bons, voire très bons. Et on est plutôt content de ce vers quoi on est arrivé. Et du coup, on a beaucoup moins ce challenge-là. Au fond, j'aime beaucoup ton conseil, ou en tout cas ton retour d'expérience. C'est pas forcément un conseil pour les autres, mais inspirez-vous si vous le voulez, qui est de dire... ne cherchez pas à aller sur le terrain des faits, sinon il y a du débat. Ouais. Et plutôt positionnez-vous sur un terrain culturel, d'ADN, de dire voilà notre vision. Si vous travaillez chez Doctolib, en gros, nous on a cette vision-là, et du coup ça se... très concrètement, et en fait ce que demandent les gens souvent c'est de la clarté. Exactement. Et s'ils postulent à un job où c'est extrêmement clair que la culture c'est ça, les règles c'est ça, etc., il y a absolument aucun... du coup tu décides de pas y aller si t'es d'accord, tout simplement. Exactement. Après évidemment c'est aussi du débat interne parce qu'il y a des gens, des équipes qui sont déjà existantes, mais comme tu dis, déplacer le terrain d'un débat idéologique sur qu'est-ce qui est mieux ou moins bien, alors qu'en réalité, comme tu le dis, il y a des entreprises qui marchent très bien dans un sens et dans l'autre. C'est plutôt donner son idéologie et pas chercher l'idéologie dominante. Trop bien, donc on le redit, vous êtes 3000 maintenant. Parlons un peu recrutement. J'ai l'impression que forcément, techniquement, vous avez dû poncer le marché, notamment des profils tech, product, en 10 ans. Et donc, comme tu disais au début, tu revois un peu les profils, etc. Comment est-ce que tu fais pour continuer à grandir ? Si j'ai compris un petit peu, tu m'expliquais, votre stratégie est très marketing et sales d'un point de vue recrutement, et c'est vachement poussé et très à la pointe. Maintenant, voilà, une fois que tu as un peu couvert un marché, quelles sont les, bien sûr. Il y a les stratégies? En tout cas, 2 trucs que nous on a fait. Premier truc, c'est qu'on a essayé de déplacer un peu
de se dire que le pool, en fait, il est plus large que celui qu'on pense et de regarder ailleurs. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on a travaillé sur notre positionnement et on travaille sur notre positionnement en tant qu'entreprise. Donc, sur le marché, en fait, quand on s'est rendu compte que le marché parisien était trop étroit, on s'est dit, en fait, il faut juste qu'on élargisse un peu là où on cherche. Et ça, il y a des logiques géographiques purement, et il y a aussi des logiques de typologie de profil. Donc, on a retravaillé notre approche sur les personas, les gens qu'on recrute, pour essayer d'élargir un peu et se challenger sur le fait de dire, en fait, il y a certains jobs où on n'est pas obligé d'aller forcément regarder que les gens qui ont fait tel type d'école de commerce. En fait, il y a des gens qui ont ces skills-là et qui sont allés et qui les ont acquis ailleurs. Et donc, on a commencé à travailler avec des associations, avec Pôle emploi, pour aller chercher d'autres types de profils en reconversion. Et c'est là où c'est intéressant, parce que tu vas là où les gens ne sont pas. On l'a fait géographiquement en allant à Nantes. Et là, on avait fait toute une étude de marché sur les bassins d'emploi, les écoles, les boîtes. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller à Nantes à ce moment-là. On l'a fait aussi en allant chercher beaucoup plus petit. Par exemple, on a un bureau tech à Niort. En fait, on a acheté une boîte à l'époque qui était basée à Niort. Au début, on s'est dit, ils sont 3-4, et très bien, on va avoir un bureau de 3-4 personnes. En fait, on s'est dit, à Niort, il y a plein d'ingénieurs. Il y a plein d'ingénieurs parce que, les gens ne savent pas, mais il y a pas mal de boîtes d'assurance à Niort et de mutuelles. Je sais pas pourquoi, mais il y en a. Et donc, en fait, dans ces boîtes-là... C'est juste pas les ingés de start-up. Ouais, en fait, c'est des très bons ingénieurs. Et en fait, l'équipe de Niort, l'équipe Doctolib de Niort, elle a construit tout un pan de la code base Doctolib qui est ultra complexe, qui est ultra value-added. Et en fait, ça... Peut-être j'aurais pas dû le dire, mais ça, en fait, les gens ne savent pas. Donc, géographiquement, tu déplaces ton truc. Et après, en termes de positionnement aussi, en fait, nous, on a travaillé sur notre positionnement à plusieurs moments. Là, on a travaillé sur cette dernière année, l'année 2024, pour se positionner encore plus comme une boîte tech. On n'avait pas tant que ça la perception d'une boîte. On avait quand même une visibilité, une notoriété, bien sûr, mais comme une boîte de service, et c'est très bien. Aujourd'hui, en France, on est l'une des marques préférées des Français. On est la marque que les gens considèrent la plus utile dans leur quotidien en France. Donc c'est un truc de ouf en termes de notoriété et tout. Par contre, sur les sujets purement tech, deep tech, tech, intelligence artificielle, etc., on n'avait pas un positionnement qui était si fort que ça. On a pas mal travaillé l'année dernière là-dessus. Et c'est marrant parce que moi, je le vois. Moi, je fais encore un peu d'entretien, moins qu'avant, mais j'en fais. Ouais. Et notamment, j'essaye d'aller là où il y a des trucs à défricher, où il y a des trucs à... Et je l'ai pas mal fait sur l'intelligence artificielle. Donc ça fait 1 an que j'ai vu pas mal de talents. Research scientist, data scientist, exactement. ML engineer. Parler à des gens, appeler des gens pour comprendre et tout. J'ai commencé le début de l'année dernière. En fait, au début, quand je contactais des gens sur l'intelligence artificielle, donc des mecs de DeepMind ou Facebook, etc., les gens disaient, Docto, bien sûr, je connais. J'ai 2 enfants, j'utilise et tout. Ah, vous faites de l'intelligence artificielle? Ah, je savais pas et tout. Ah, mais vous avez 800 personnes en tech et produits? Ah, je savais pas. Et là, je me suis dit, c'est intéressant parce que on a des gens qui utilisent Docto, qui voilà, c'est leur app numéro 3, c'est leur vie, le truc. Et pourtant, ils n'auraient pas pensé postuler. Donc là, je me dis, il y a un gap de perception qui est intéressant. Donc on a travaillé sur ce positionnement-là. Pour toute marque populaire, je pense que c'est dur d'être expertisé. Ouais. Il y a un décalage bien sûr. mental. Ouais. Et comment, du coup, vous avez... En fait, on a fait beaucoup de... On a fait beaucoup de... Du contenu? Ouais, on a fait beaucoup de contenu. On a beaucoup demandé aux équipes. Surtout sur un sujet comme ça. Des gens de chez vous pour partager justement sur le product, la tech. Notamment. Surtout sur un sujet comme ça où là, les talents que tu veux attirer, tu veux les attirer sur le challenge technique. Pourquoi en fait chez Docto, si tu nous rejoins, tu vas rejoindre des problèmes que tu pourrais rencontrer que chez Docto. En fait, nous, la chance qu'on a, l'opportunité qu'on offre à ce genre de talent, c'est que tu peux travailler sur des outils à la pointe. Nous, on parle avec les mecs d'OpenAI à San Francisco, avec Microsoft, avec Mistral, sur des trucs de pointe, parce qu'on a des enjeux de pointe. Et en fait, quand tu rollout un truc chez nous, quand tu sors un produit, ton produit il peut potentiellement... Nous, il y a 60 millions de gens qui ont un compte sur Doctolib en Europe. Donc, si tu mets en place un truc qui fait que les gens, tu vas les aider à être en meilleure santé ou à mieux agir sur leur prévention, en fait, l'impact, il est sur des dizaines de millions de gens. Et en fait, ça, si t'es français, il n'y a pas beaucoup de boîtes dans le monde où tu peux faire ça. Il y a les GAFAM,
Ou clairement, bien sûr, dans les GAFAM, tu touches un truc. Par contre, tu vas chez les GAFAM, tu vas travailler sur le micro-truc du micro-truc du micro-truc. Après, c'est des boîtes incroyables, avec des talents incroyables et des moyens incroyables. Donc, bien sûr, chez nous, tu vas lancer un produit, toi, qui va être utilisé par des centaines de milliers de professionnels de santé, qui va normalement faire en sorte que des millions de gens soient en meilleure santé. Donc ça, si on arrive à le faire comprendre, bah du coup, tu as des gens qui disent « Ah ok, j'avais pas pensé, mais là, ça change tout. » C'est vrai c'est intéressant la manière dont tu le présentes. En fait, chez Doctolib, vous êtes 3000, donc ça pourrait paraître énorme, mais c'est entre guillemets petit par rapport à des énormes startups d'IA ou des GAFAM, quoi. Et donc, du coup, le niveau d'impact individuel d'un ingénieur ou d'un ultra expert sur toujours un pool de 60 millions d'utilisateurs et peut-être plus demain est gigantesque parce que c'est pas 150 personnes qui vont travailler sur ce micro-sujet. C'est ça. C'est plutôt une personne qui a travaillé sur un très gros sujet, quoi. Je te donne un exemple, mais du coup, au début de l'année dernière, je commence à essayer de m'intéresser pour travailler avec les équipes recrutement sur le sujet d'intelligence artificielle. Et donc moi, quand c'est ça, j'ouvre mon LinkedIn, allez, c'est parti. Et je regarde, ok, où est-ce que sont les talents? Ok, en France, tout le monde me parle de Google DeepMind, de FAIR, c'est quoi FAIR? Ok, Facebook, AI Research Center, ok. Qui l'a monté ce truc? Ah, c'est un Français. Il venait d'où? Ah, l'ENS. Ah, l'ENS, il y a ce truc. Mais ils vont où? Ah, il y a ce truc-là, il y a le CEA, INRIA. Et après, tu commences à faire un peu ton truc. Genre comme dans une série où les mecs, ils ont leur... tu vois, un peu dans ce truc-là. Et je commence à regarder, je vois des profils. Je vois un profil d'un gars qui s'appelle Arthur. Il a fait Polytechnique. Il est passé par le CEA, centre de recherche. Un truc de malade, quoi. Un truc énergie atomique, de fou. Et après, il est passé en conseil sur des sujets de machine learning et tout. Et là, il bosse dans une boîte industrielle, qui fait de l'AI machine learning at scale, mais sur un truc purement B2B, quoi, un truc un peu purement ingénieur. Et je me dis, le gars, il a un profil intéressant, il a monté à un moment une boîte dans la santé, je me dis, ok, j'y vais pour voir. J'appelle le gars, bon fit, j'en parle à mon CEO, il dit, vas-y, tu sais quoi, je le rencontre. Il le rencontre, process de recrutement 3 semaines, le mec nous rejoint, il nous rejoint au bout de 2 mois, on le met sur l'assistant de consultation, ça c'est avant l'été de l'année dernière. On commençait à travailler sur ce sujet. Il y avait déjà des équipes qui avaient commencé sur le sujet. Lui, il rejoint la team. Il travaille avec la team sur le truc. Ils font une start-up dans la start-up. Ils font bêta test septembre, octobre. On relâche le truc en fin d'année dernière. Il y a plus d'1 millier de professionnels de santé qui utilisent le truc. Et les mecs, quand ils utilisent les soignants, quand ils utilisent l'outil, ils nous disent en fait, ça change ma vie, ça change ma façon d'exercer, quoi. Donc en gros, Arthur, il nous a rejoint et au bout de 6 mois, il a lancé un produit. Il était sur scène pour présenter le truc avec des... Enfin voilà. Incroyable. Et donc ça, ce genre d'impact, c'est des histoires. Et moi, je me dis, en fait, si quand on est 3000, on arrive encore à faire ce genre d'histoire, on arrive encore à... Et ce qui est marrant, c'est que Arthur, on l'a mis avec un autre product manager qui s'appelle Loïc, qui est lui, chez nous depuis, je crois, 10 ans. Il était là au moment quand on lance la consultation, il était là aussi, pareil, start-up dans la start-up, avec 2 des cofondateurs, Yvan et Jessie, cofondateurs techniques, ils ont codé le truc tout seul et tout. Et Loïc, il repart sur ce truc-là, il relance ce truc. Donc, t'as 2 product managers, un qui vient nous rejoindre, un qui est là depuis 8-9 ans, qui lance un truc en quelques mois. Et donc, je me dis, tant que nous, on arrive à avoir une boîte où il peut y avoir ce genre de projet, c'est qu'on est dans la bonne direction. Ouais, de fou. Très intéressant aussi la manière dont tu es allé toi-même chercher sur LinkedIn. Tu es très hands-on en fait. Ouais, j'aime bien sur certains trucs. Ouais. Les RH, donc c'est du recrutement. Bah ouais, en fait, tout. Moi, je trouve que tout. Enfin, les RH ou les sujets people et tout, c'est tout. En fait, c'est tout. Comme c'est des sujets de culture, tu peux te saisir de plein de trucs. Il y a très peu de trucs où tu peux te dire ah bah non, ça nous regarde pas du tout. Après, ça dépend des appétences, de ce que tu aimes faire, de plein de et puis de là où de ce que la boîte a besoin, là où la boîte a besoin de toi aussi. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, donc tu fais des entretiens. Ouais. Tu m'as dit des fois, je sors d'un entretien, je me dis t'es nul en fait. Ouais. Pas le candidat, hein, ça m'arrive. Mais c'est vrai que le recrutement, c'est un truc que j'aime bien faire parce que une fois, j'avais compté, vite fait, mais je crois que j'avais plus de 1000 entretiens. Mais plus, je pense. Mais je sais même pas combien, mais plus. J'en ai fait beaucoup, quoi. Ou je sais pas si, beaucoup, en tout cas à mon échelle. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, là, je sors du truc, j'ai l'impression de pas avoir posé les bonnes questions, de pas avoir été suffisamment concentré, d'avoir eu 1 million de biais dans la conversation parce que truc. Et je me dis, Et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est un truc qui est assez... ça te pousse à être assez humble quand même comme exercice. Parce que déjà, tu parles à des gens qui sont plus intelligents que toi toute la journée quand tu fais ça.
Et tu dois être... c'est une grande responsabilité de faire le truc bien. Donc ouais, je trouve que c'est... Et ouais, c'est dur, on se creuse encore la tête, on se challenge à mort. Pareil, les gens du comité de direction, notre fondateur Stan, c'est le CEO, il passe aussi beaucoup de temps sur ces sujets-là. Des fois, on passe un entretien, on fait tout le process, on est convaincu. On fait rencontrer dernière étape à notre CEO. Il nous dit, franchement, les amis, non, pas du tout, quoi. Et là, on se dit, oh là là. Donc, mais c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Ouais. C'est fou parce que c'est un métier qui est pas... c'est très dur. Il est très dur. Je suis d'accord avec toi que tu peux passer des décennies à continuer à t'améliorer et continuer à dire, waouh, mais en fait, j'étais complètement nul pendant des années sur cet aspect-là. Et pour autant, dans les boîtes, en réalité, le recrutement, c'est pas si, tu vois, c'est pas, je dirais même, c'est pas tant respecté. Ouais, nous, je pense qu'on a, en tout cas, c'est quelque chose que très tôt, on a, je pense que ça, pareil, ça vient pas mal de notre fondateur, ça, dans ses expériences d'avant. Moi, j'ai essayé aussi d'apporter ma contribution à ça, et plein d'autres gens aussi. On avait très tôt une équipe de recrutement avec des gens qui étaient très passionnés, toujours d'ailleurs, mais qui aiment beaucoup leur métier. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils veulent bien faire leur taf. Donc, ouais, on a quand tu veux faire quand tu es une boîte tech produit, quand ce que tu vends, c'est ton produit, il faut avoir des gens qui sont bons. Donc, moi aussi, effectivement, parfois, je suis surpris quand on bosse avec certains cabinets de recrutement. En fait, on a du mal, par exemple, à bosser avec certains cabinets de recrutement, y compris des cabinets assez prestigieux, parce que nous, on a une approche du recrutement, notamment du recrutement exécutif, donc du recrutement pour les personnes expérimentées, pareil, qui est très, très, très minutieuse. C'est quoi votre stratégie pour recruter des C-level ? En fait, on y passe beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que les fois où on essaye de bosser avec des cabinets de chasse exec, il y a des gens brillants dans ces cabinets, ils sont très bons. On a déjà bossé avec certains, on a déjà fait des recrutements avec certains. Non. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on commence à bosser avec eux quand on est en difficulté sur un job, ou sur lequel on a passé 6 mois, 7 mois, 8 mois, peu importe. Et en fait, là, sur un job, il n'y a pas longtemps, on a demandé à des cabinets s'ils voulaient bosser avec nous. Quand on leur a montré le nombre de candidats qu'on avait déjà vus, avec qui on avait parlé, qui en avaient discard, etc., la plupart des cabinets nous disent, non, dans ce cas-là, on ne peut pas bosser ensemble. On vous aidera pas, quoi. Ouais. En fait, ils pensent qu'ils n'arriveront pas à vous Parce qu'en fait, vous aider. Souvent, ce qui se passe, c'est que eux, leur job, encore une fois, ils font très bien leur job, ils amènent une shortlist, 10 candidats, et il y a beaucoup de boîtes qui vont dire, ok, sur ces 10, on prend le meilleur. Nous, c'est pas trop l'approche qu'on a. Je dis pas qu'on est parfait, pas du tout, mais on a une approche qui est assez maximaliste sur ce truc-là. Okay. Et donc, on y passe. C'est quoi l'approche maximaliste en 3 points ? Déjà, on se met très peu de limites sur sur qui on peut contacter. On a la chance d'avoir cette notoriété qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous répondre. Ouais, ton taux de réponse est très élevé, je pense. Donc, du coup, on est extrêmement exhaustif sur l'identification. Sur un job de leadership, on va avoir des longues listes, des shortlists, avec parfois, il y a des jobs où je pense qu'on a plus de 1000 candidats aisément. Et encore une fois, c'est pas des candidats qu'on a vus, c'est pas juste un scrap de LinkedIn. C'est des gens qu'on a dit, on s'est dit ok, pourquoi pas, parce qu'ils ont les skills. Et donc on va regarder partout dans le monde. Donc il y a des jobs où on regarde partout dans le monde, clairement. T'es en train de dire qu'il y a des jobs pour lesquels t'as vu 1000 personnes ? Il y a des jobs sur lesquels on a screené, c'est-à-dire regarder, prévalider, contacter plus de 1000 personnes, c'est sûr. Sûr et certain. Et après, donc il y a ce truc un peu exhaustif, maximaliste. Après, dans le process de recrutement, ils sont assez longs, ils sont assez difficiles. Je pense qu'ils sont un peu. Je pense qu'il y a un côté un peu relou même pour les candidats. Pas relou parce que, par contre, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ok, même des gens assez expérimentés qui nous disent, ok, votre process de recrutement, il est un peu maximaliste et il est un peu long. Par contre, en termes de professionnalisme, il est à un niveau que j'ai jamais vu. Donc ça, c'est cool parce qu'on essaie d'être bien, d'être bon, on est toujours on time, on prépare les candidats, on répond à leurs questions, c'est ultra carré. Par contre, c'est comme une due deal, quoi. Et là, je récupère un peu ce que moi je faisais avant quand je travaillais dans la finance, mais il faut que le truc, pour chaque job,
fichier, il y a un G-sheet, le truc, la liste de documents, est-ce que les documents étaient envoyés, on fait signer un NDA, tac, machin et tout, donc ouais. Mais j'entends que l'exigence est des deux côtés, c'est-à-dire qu'en échange de cet engagement très fort que tu demandes, longueur du process, peut-être pas mal de travail à faire sur soi pour se préparer, etc. En échange, tu vas faire en sorte que la personne ait une expérience hyper professionnelle et que limite elle apprenne sur elle aussi et qu'elle en bénéficie, qu'elle trouve une valeur. Ouais. Et qu'elle apprenne sur nous aussi et qu'elle se dise à la fin, nous on a vu des candidats pour des jobs vraiment seniors, des gens qui sont aujourd'hui C-level de boîtes énormes en France et tout, où à un moment donné, ils nous disent bon, en fait, votre boîte, elle a l'air top et tout. Par contre, ce que je vois de ce que le job va demander, moi, c'est pas ce que j'ai envie parce que ça fait 25 ans que je bosse et je peux être C-level du CAC 40. Et c'est important aussi qu'il y ait des personnes qui se rendent elles-mêmes compte que c'est pas pour elles. Et bien sûr. Vous évite l'erreur de recrutement. Bien sûr. Donc il y a ce truc-là où on essaie d'être très minutieux. Ça, je pense, c'est une des spécificités. Et après, je dirais le troisième truc, c'est que on transige pas sur. Il y a des éléments de notre playbook, qui est notre culture, on va dire, sur lesquels on transige pas, même à des niveaux très élevés. Et qui sont très durs à trouver chez des gens qui bossent depuis 15-20 ans, c'est-à-dire un peu ce founder mindset où en fait on cherche pas seulement des gens qui vont être des très bons operators, donc des gens qui vont être des très bons managers, des bons leaders. On va chercher des gens qui vont faire vraiment dépassement de fonction, c'est ce dont ils ont besoin pour réussir une fois qu'ils sont chez nous, parce que c'est une boîte, on est assez intense et c'est dur ce qu'on fait et tout. Donc ouais, c'est ça qui fait la spécificité de ce qu'on fait. De nos process de recrutement sur ces jobs-là. Et après, on se challenge, on se remet en question. Il y a des fois, on se dit, putain, on n'y arrive pas, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on resimplifie. Là, on a trop simplifié, il faut qu'on machin. Donc, c'est une itération toujours. Il n'y a pas de recette magique, pour le coup. Ouais. Mais hyper cool quand même d'avoir un peu ces trois piliers. Exhaustivité dans la recherche, ne rien s'interdire, pousser très fort le process, être maximaliste, comme tu dis. Et enfin, rechercher quand même ce mindset très particulier, un peu founder mode, mixé à la culture Doctolib. Et si déjà tu arrives à passer ces trois épreuves-là, entre guillemets, tu sens que tu commences à avoir un candidat, mais du coup, effectivement, c'est 1 sur 1000, c'est pas 1 sur 10. C'est sûr. Et à la fin, on se dit aussi sur ces jobs-là, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde et de... On n'a pas 2000 personnes à recruter dans ce mode-là. Donc à la fin, c'est normal que ce soit dur parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc on veut une barre qui soit exceptionnellement haute. Là où c'est dur, c'est que on veut aussi aller très très vite. Donc c'est dur d'avoir une barre très très haute et de faire ça très très vite, quoi. C'est ça l'enjeu. Canon. Écoute, c'était hyper riche comme échange, je te remercie. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot de la fin ou savoir où est-ce qu'on peut suivre ? Non. À part le fait que, encore une fois, c'est top d'être dans une boîte qui se réinvente tout le temps. Et je pense que nous, on a la chance que ce soit dans un truc de croissance, mais il y a plein de façons de se réinventer. Il y a des boîtes qui se remettent en question parce qu'elles doivent pivoter. Il y a des boîtes qui vivent un moment qui est plus difficile et qui doivent passer par des moments plus difficiles. C'est une forme de réinvention. Et donc, c'est aussi des moments intéressants à vivre dans des boîtes, quel que soit le contexte. Et donc, tous les gens qui se posent la question de, voilà, est-ce que c'est le moment de rejoindre une boîte qui se pose ces questions, encore une fois, quel que soit le contexte, ouais, c'est intéressant. Ça fait progresser, quoi. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de progresser, avoir de l'impact... Ils t'écrivent sur LinkedIn parce que tu es actif, tu recrutes. Ouais, bien sûr, à fond. Ouais, trop cool. Merci Mathieu. Cool, à te suivre la suite de Docto et ton parcours. Cool. Merci, à plus.